Donc, effectivement, ce matin, je vais vous donner en fait le cadre juridique dans lequel en fait toutes ces dispositions s'inscrivent, sachant que ce cadre juridique évolue parfois plus rapidement que le droit, bien entendu. On est dans ce qu'on appelle les nouvelles technologies, donc le droit est toujours un petit peu en retard sur en fait cette évolution des technologies, mais essaye de s'adapter et effectivement dégage de grands principes qui permettent un petit peu de gouverner et qui vous permettent également de voir comment gérer d'un côté pratique ensuite ce que l'on appelle un petit peu le droit à l'oubli. Alors c'est vrai que c'est une notion à la mode qui a fait pas mal la une des journaux ces derniers temps. Tout le monde s'interroge sur ce que cela recouvre très exactement. Et je pense que pour comprendre effectivement cette notion, il faut revenir aux bases que nous avons. Donc je vais vous donner un petit peu un aperçu de la loi de 78, qui est la loi informatique et liberté, qui est la première qui a effectivement gouverné ce type de disposition en France, pour ensuite que l'on puisse un petit peu voir ce qu'il en est au niveau du socle européen, puisque l'on sait maintenant, la plupart de nos législations est prise au niveau européen, et c'est là que les décisions qui peuvent être prises par certaines cours vont avoir des répercussions dans l'ensemble des pays européens, des États membres. Et puis ensuite, de pouvoir s'intéresser très concrètement à cette notion de droit à l'oubli, qui a été en fait quelque chose qui a été en fait porté à la connaissance de l'ensemble du public par un arrêt assez célèbre de l'année dernière du 13 mai 2014 à l'encontre du moteur de recherche Google, et qui donc va avoir des incidences notamment sur l'ensemble des sociétés et notamment l'industrie financière. Et on verra effectivement avec Frédéric de la manière dont on peut essayer de mettre en œuvre tous ces principes, puisque vous avez énormément d'obligations réglementaires dans votre domaine qui vous imposent de conserver des données, et en même temps on a cette notion de droit à l'oubli, de droit un petit peu à l'effacement. Et donc on va voir très concrètement ce que l'on entend par droit à l'oubli, qui n'est pas uniquement d'effacer les données pour le moment. On ferait plus effectivement référence à un droit limité à la conservation des données en termes de durée. Et puis on tentera de voir très concrètement comment arriver à nos fins. Alors, pour vous donner un petit peu le cadre juridique, donc c'est la loi du 6 janvier 1978, la loi informatique et liberté, qui pose les bases de ce qui doit être fait en matière de respect de la protection des données personnelles. Et notamment, la grande idée en 78, puisque c'est très précurseur comme texte, la France est un des premiers pays à mettre en œuvre ce type de réglementation, c'est d'essayer de protéger l'individu contre les risques justement de l'informatique et les abus de l'informatique, c'est-à-dire d'éviter que l'on ait des bases de données remplies d'informations personnelles sur les individus, qui en fait viendraient créer un agrégat de données qui n'ont aucune relation les unes avec les autres, mais qui, en tapant juste le nom d'une personne, vous donneraient toutes les informations nécessaires sur cette personne, que ça soit de son nom, de son prénom, son adresse, en passant par ses données de santé ou par en fait les niveaux de son compte bancaire. Donc pour éviter en fait ce type d'amalgame, la loi de 1978 a été créée justement pour en fait raisonner par finalité. Et c'est là où en fait on trouve la genèse de l'ensemble des dispositions de notre droit actuel. C'est qu'en fait vous avez le droit d'établir des bases de données, bien entendu, avec des données personnelles, pour peu que chaque base ait une finalité particulière. C'est-à-dire je ne peux pas tout collecter au sein d'une seule et même base, je vais devoir en fait créer autant de bases que je vais avoir de finalités à déclarer. Par exemple, si j'ai besoin, admettons dans une société, d'organiser les élections professionnelles, je vais donc créer une base de données avec l'ensemble de mon personnel dans la société pour pouvoir permettre l'élection des représentants du personnel. Pour autant, quel type d'informations je vais devoir collecter dans cette base de données que vous mettez en œuvre? Et c'est la raison pour laquelle, en fait, lorsque vous allez déclarer à la CNIL un fichier, alors c'est vrai que c'est quelque chose que l'on fait maintenant, on ne devrait plus le faire à terme, puisque les nouvelles réglementations européennes qui ne devraient plus tarder à être approuvées vont mettre fin à tout ce qui est déclaration de fichiers en tant que tel, pour s'assurer en fait plus du respect, de contrôle sur place, de la mise en sécurité des données, et non plus uniquement de formalités administratives, si je puis dire, de déclaration de fichiers. Mais pour le moment, vous devez toujours déclarer vos fichiers, et lorsque vous déclarez un fichier, vous devez forcément indiquer la finalité pour laquelle vous êtes en train de collecter l'ensemble des données. Et c'est au vu de cette finalité que la CNIL décide si oui ou non, en fonction en fait du régime de déclaration que vous faites, si vous allez pouvoir mettre en œuvre ce traitement, et si elle fait un contrôle sur place, elle va vérifier effectivement que les informations que vous collectez ne sont pas excessives par rapport à la finalité de votre fichier.
Donc tout est une question, en fait, je dirais, d'équilibre. C'est-à-dire que vous pouvez collecter des données, encore faut-il qu'elles ne soient pas excessives dans la manière dont vous les collectez et dans la finalité à laquelle elles sont rattachées. C'est vraiment le premier point. Le second point qui vous intéresse également, c'est le principe de sécurité. Qu'est-ce qu'on entend par principe de sécurité? C'est-à-dire qu'un organisme, en fait, en sa qualité de responsable du traitement, c'est-à-dire c'est celui qui collecte la donnée, qui donc porte la responsabilité administrative et pénale de justement cette collecte de données. Le responsable du traitement est censé assurer la sécurité de l'ensemble des données qui sont collectées. Alors, par sécurité, c'est-à-dire qu'en fait, l'organisme doit éviter les intrusions dans son système, doit éviter que les données soient perdues, qu'elles puissent être volées, qu'elles puissent être endommagées, qu'elles puissent être utilisées à d'autres fins. C'est ça en fait la sécurité des données, et c'est notamment un enjeu assez majeur dans l'industrie financière, puisque la plupart des données qui sont collectées sont confidentielles, et donc par conséquent il faut s'assurer que toute la sécurité nécessaire à l'infrastructure informatique qui est développée au niveau d'une entreprise va permettre d'éviter des intrusions ou une fuite d'informations. Donc c'est ça en fait le principe fondamental qui est posé aussi par la loi de 1978. Dernier principe, et on voit que le droit à l'oubli qui a été mis en œuvre par la communauté européenne en 2014 existait déjà en 1978 en filigrane, c'est tout simplement que en tant qu'organisme responsable de traitement, une entreprise a le devoir de effectivement collecter ces données, mais de ne pas les conserver ad vitam aeternam. C'est-à-dire que vous avez une durée de conservation. Alors la durée de conservation, elle peut dépendre soit d'une obligation légale ou réglementaire qui s'impose à vous, en fonction justement de la finalité de votre traitement, donc on en revient toujours au principe de finalité, ou bien elle peut tout simplement résulter d'une pratique aussi au sein de certaines entreprises, et puis aussi c'est dû à des enjeux, soyons très clairs, économiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus toujours tout conserver, ça a des coûts de stocker des données informatiques, et donc par conséquent il y a un moment où aussi on doit réfléchir à un système de stockage moins accessible peut-être qu'un système informatique ouvert à l'ensemble des salariés ou seulement à certains salariés, et donc à des systèmes d'archivage. Et ça, c'est effectivement des points qui sont prévus notamment par certaines délibérations de la CNIL, qui expliquent comment archiver certaines données et qui vont faire que, par exemple, des données que vous êtes obligé de conserver de manière légale, mais dont vous savez que vous n'avez pas besoin en fait d'accéder au jour le jour à ces données, vous allez en fait les restreindre dans un certain spectre de votre système informatique, et vous n'allez permettre qu'à certaines personnes clairement identifiées d'y accéder. Donc là se retrouve l'ensemble en fait des grands principes, si je puis dire, qui guident en fait la loi informatique et liberté. Et c'est vrai que le principe de conservation d'une durée limitée des données, on le retrouve dans énormément de fichiers, puisque l'ensemble des fichiers étant trait à une finalité particulière, en fait, on va avoir à chaque fois généralement une obligation légale ou réglementaire qui va indiquer très clairement à l'entreprise combien de temps le fichier doit être maintenu et au bout de combien de temps certaines informations relatives à des personnes qui sont mentionnées dans ce fichier doivent être effacées. Alors, c'est pas toujours aussi clair, et ça, je pense qu'on y reviendra. C'est vrai que parfois, il y a un petit flou artistique qui peut se développer, et donc c'est là où il faut trouver un juste milieu entre la nécessité de conserver les données et puis la nécessité aussi de donner un certain droit à l'oubli aux personnes qui sont dans ces fichiers. Autres dispositions qui sont importantes, ce sont les droits qui sont donnés en fait aux individus dont les informations sont collectées dans ces données. Le premier en fait des droits, c'est le droit de s'opposer à la collecte de ces données. C'est-à-dire que lorsque le responsable de traitement, l'organisme, va collecter les données, normalement il est obligé d'informer les personnes auprès desquelles il collecte les données, bien entendu, que ces données sont collectées, pour quelle fin, dans quel but et à qui elles vont être transmises. Et c'est là que la personne peut s'y opposer pour des raisons légitimes. Alors bien entendu, ça va dépendre du type de fichier dont on parle. Si on est dans un fichier effectivement bancaire, d'ouverture de compte clientèle, la personne va être informée au moment où elle ouvre son compte de la mise en œuvre de ce type de fichier, et donc il n'y a pas de raison qu'elle s'y oppose, puisqu'elle est elle-même en fait demandeuse de pouvoir ouvrir un compte auprès de l'organisme bancaire. On ne va pas laisser le choix, par exemple, non plus à une personne de figurer dans un fichier lorsqu'il s'agit, bien entendu, de fichiers relatifs en fait, au fonctionnement de l'État, et notamment le fichier relatif en fait, aux impôts. Bien entendu, aucun Français ne peut s'opposer à figurer dans ce type de fichier.
Pour autant, il y a d'autres dimensions à prendre en compte, et en termes de prospection commerciale, et les organismes bancaires en fait sont beaucoup confrontés à ce type de problématique. Là, il peut y avoir une opposition tout à fait légitime d'un individu à ne pas figurer dans un fichier. Et c'est là, en fait, où le droit d'opposition va trouver toute sa légitimité, si je puis dire, puisque là, l'organisme doit absolument tenir compte du fait que l'individu a refusé de figurer dans tel ou tel fichier. Et donc, par conséquent, ce n'est pas parce que je vais en fait collecter les informations d'une personne pour ouvrir un compte bancaire que, pour autant, j'ai le droit de le mettre dans un autre fichier qui concernerait, par exemple, la prospection au niveau, par exemple, de l'assurance qu'un organisme bancaire peut présenter. Donc, en fonction des finalités, je vais pouvoir collecter les données, mais il y a parfois des moments où je ne vais pas pouvoir le faire, et notamment si j'ai un refus de la personne en question. Autre droit fondamental qui est développé par la loi de 78, c'est le droit d'accès. Qu'est-ce que c'est que le droit d'accès? C'est pour chaque individu la possibilité de demander justement à un responsable de traitement, à une entreprise, quel type d'information il détient sur l'individu en question. Ça se fait de manière très facile. Il suffit en fait d'écrire un institut qui en fait, lorsqu'il collecte des données, doit indiquer auprès de qui s'effectue le droit d'accès. Donc vous devez avoir une adresse email ou en fait une adresse physique où la personne peut se rendre. Et généralement ça se fait par échange de courrier. La personne demande à avoir accès à l'ensemble des données qui la concernent dans les bases de données d'un organisme, et l'organisme doit lui faire une restitution des informations qui sont détenues sur la personne. Le seul, effectivement, petit biais, je dirais, de cette législation, c'est quand on se retrouve face à des demandes qui sont répétitives de la part d'une personne. Vous avez des personnes qui adorent demander ce type d'informations à certains organismes et qui donc vont noyer l'organisme en lui envoyant pratiquement toutes les semaines une demande de droit d'accès pour être sûr que par rapport à la semaine dernière, il n'y a pas quelque chose d'autre qui a été collecté en ce qui les concerne. Là, effectivement, la CNIL a un rôle à jouer. Elle est tout à fait implacable sur le fait que vous ne pouvez pas refuser le droit d'accès. Pour autant, quand les demandes deviennent trop excessives, trop envahissantes, il va y avoir aussi un petit rappel à l'ordre vis-à-vis de la personne en question pour éviter justement que l'Institut ne passe son temps à répondre à une seule personne, bien entendu. Et il y a aussi la possibilité, lorsque vous allez donner en fait les données aux individus, de leur leur faire payer un petit coût de reproduction de ces données, puisqu'effectivement, en fonction des institutions, vous pouvez vous retrouver à sortir plusieurs centaines de pages sur les personnes en fonction des informations qui peuvent être détenues par certains organismes. Donc ça, c'est véritablement le deuxième droit fondamental qui est fixé par la loi CNIL. Le dernier, et c'est là où on retrouve la notion de droit à l'oubli, c'est le droit de rectification. Le droit de rectification, il est prévu à l'article 40 de la loi de 1978. Et le droit de rectification, c'est tout simplement lorsque vous vous apercevez que vous recevez un courrier qui n'est plus adressé à votre... Vous êtes marié, c'est à votre nom de jeune fille. Lorsque vous vous apercevez qu'il arrive à votre ancienne adresse et que c'est gentiment le facteur qui vous rapporte le courrier alors que vous avez déménagé. Lorsque vous vous apercevez que, par exemple, il y a une erreur tout simplement dans un listing et qu'il peut y avoir une faute en ce qui concerne une donnée qui est mentionnée dans ce listing. Généralement, le droit de rectification permet aussi de corriger non seulement ce qui est en fait collecté par l'institut en question, mais aussi ce que l'institut en question va avoir tendance à revendre à d'autres instituts. Et généralement, s'il y a une erreur dans un fichier et qu'il est revendu, malheureusement, l'erreur va se multiplier vis-à-vis de l'ensemble des institutions qui vont racheter ce fichier au responsable de traitement qui l'a créé à l'origine. Donc, c'est un droit qui est particulièrement nécessaire et intéressant, puisqu'en fait, ça va permettre d'éviter que l'erreur ne se propage à l'ensemble des fichiers et que la personne ait à faire autant de démarches qu'il peut y avoir de fichiers contenant cette erreur. Mais là, on voit très clairement, et ça date de 1978 dans la rédaction, que le droit à l'oubli est déjà sous-jacent, parce que la définition de l'article 40, je vous la donne, c'est d'exiger que soit, selon les cas, rectifié, complété, mis à jour, verrouillé ou effacé les données à caractère personnel concernant un individu qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l'utilisation, la communication, la conservation est interdite. Donc on voit bien que là, dès 1978, le droit à l'oubli est, je dirais, en filigrane de la loi. Il n'a pas cette portée aussi forte qu'on lui donne aujourd'hui, mais il est existant dans la loi. Et ça, la CNIL y est très sensible. Et effectivement,
le cadre juridique national que je viens de vous décrire s'accompagne de l'ensemble en fait des dispositions qu'on retrouve dans la plupart en fait, des notions en ce qui concerne les dispositions françaises. C'est qu'à chaque fois que vous avez un principe, on s'assure qu'il y a une sanction pour l'appliquer. Et là, on a deux types de sanctions au niveau de la loi de 1978. On a des sanctions administratives et on a des sanctions pénales. Les sanctions administratives, elles sont en fait décidées par la formation restreinte de la CNIL, qui est en fait une formation qui en fait compte 6 personnes au sein de la CNIL et qui va en fait agir en matière, je dirais, presque disciplinaire, hein, si je peux utiliser ce mot, vis-à-vis d'un institut qui collecterait des données de manière illicite ou qui ne respecterait pas certains principes fondamentaux de la loi de 1978. Quel type de sanctions peuvent être prises à l'encontre d'un organisme? Tout simplement, avant de prendre une sanction, parce que je rappelle que le rôle de la CNIL, ce n'est pas non plus de sanctionner, ce n'est pas uniquement un gendarme de la protection des données personnelles, il a aussi un rôle très pédagogique, hein, et ça a toujours été le cas. Je crois que c'est quelque chose qui honore assez cette institution, c'est qu'il y a une volonté d'accompagner les entreprises et pas véritablement de sanctionner de prime abord. C'est effectivement lorsque l'entreprise est très réticente, voire pas du tout ouverte en fait, aux recommandations qui lui sont faites, que la CNIL va prendre une mesure administrative à l'encontre de la société. Avant de prendre cette mesure, il y a au moins une mise en demeure qui est faite. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de sanction sans qu'au préalable, l'Institut reçoive une mise en demeure. Et on lui laisse le temps de se mettre justement en conformité vis-à-vis des dispositions réglementaires et législatives. Donc en fait, il n'y a jamais de surprise, je dirais, quand il y a une sanction de la CNIL. Il y en a très peu qui sont prises par la CNIL aussi, c'est un point important. Il doit y avoir à peu près, je dirais, entre une dizaine et une quinzaine de sanctions par an, ce qui donne d'autant plus un poids à la sanction lorsqu'elle est prise, que généralement la CNIL va l'accompagner d'une certaine publicité, justement pour lui donner encore plus de force. Parce que vous allez voir, ce n'est pas véritablement le montant des amendes qui est dissuasif, c'est plus, je dirais, l'image qui en fait va être donnée de l'institut qui ne respecte pas justement la loi de 1978. Et c'est plus là-dessus effectivement que la CNIL va jouer. C'est un petit peu le tort qui peut être fait à l'entreprise au travers justement de la publication de certaines sanctions dans la presse. Alors quelles sont ces sanctions? Le premier, c'est un avertissement, justement pour rappeler un petit peu à l'ordre l'entreprise en lui disant que certaines choses doivent absolument être mises en conformité dans l'entreprise vis-à-vis de la loi de 78. Deuxième sanction qui est prise, et on les voit émerger de plus en plus, ce sont les sanctions financières. Les amendes peuvent aller jusqu'à 150 000 €. La CNIL ne peut pas excéder ce seuil, sauf en cas de récidive où elle peut aller jusqu'à 300 000 €. Ces amendes, elles sont prises en formation restreinte, ce qui signifie qu'en fait, la personne va pouvoir, en fait, le représentant légal de l'entreprise va pouvoir s'exprimer, va pouvoir être entendu, va avoir accès au dossier et va pouvoir aussi être assisté d'un avocat. En fait, la CNIL, lorsqu'elle est en formation restreinte, fonctionne un petit peu comme un tribunal. C'est-à-dire que vous disposez exactement des mêmes droits de la défense que n'importe quelle personne qui, en fait, serait amenée à devoir se défendre devant un tribunal. Donc l'ensemble de ces garanties et données, elles ont été clairement expliquées par le Conseil d'État qui a considéré que la CNIL devait absolument respecter le principe du contradictoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une accusation aveugle sans que l'on sache véritablement sur quoi. Il y a véritablement un échange. Comme je vous l'ai indiqué, hein, avant qu'on en arrive là, il y a généralement une mise en demeure, il y a plusieurs réunions avec la CNIL. Hein, donc c'est véritablement pas un effet de surprise lorsque vous êtes en formation restreinte. Autre point qui peut être en fait aussi pris comme sanction, ça va être une injonction de faire cesser le traitement. C'est-à-dire qu'on va vous obliger à arrêter tout de suite la base de données que vous avez mise en œuvre. C'est très très rare que ce type de sanction soit prise. On peut aussi vous retirer l'autorisation qui vous a été donnée de collecter certaines informations ou de les transférer à l'étranger. Alors, pour vous donner en fait un petit peu des idées sur ce type de sanctions, je vous rappelle que l'espace européen des 28 plus les pays en fait de l'espace un petit peu économique atlantique sont considérés comme une zone où l'ensemble des informations et des données personnelles peuvent être échangées sans qu'une quelconque frontière puisse en fait être excipée. C'est-à-dire que vous pouvez échanger vos informations aussi bien avec la Norvège qu'avec la Suisse, qu'avec l'Angleterre, le Portugal, sans difficulté. On considère que l'ensemble des données reste en Europe et que l'Europe offre en fait un niveau harmonisé de protection des données personnelles, que donc par conséquent, vous pouvez
échanger les données sans difficulté. C'est lorsque vous allez vouloir échanger vos données en dehors de l'Union européenne que là, vous allez devoir solliciter des autorisations, et c'est là où ces autorisations peuvent vous être retirées dans le cadre en fait, des sanctions qui peuvent être prises par la CNIL. Et je reviendrai un petit peu plus tard. Autres sanctions qui peuvent être prises aussi, alors là on arrive dans des cas d'atteinte très graves en fait, ou dans des cas d'urgence, c'est par exemple l'interruption claire et nette par la CNIL du traitement, c'est-à-dire que là on ne vous fait pas injonction d'y mettre fin, c'est la CNIL qui va clairement indiquer que là, dès le lendemain c'est terminé, vous ne pouvez plus continuer en fait à effectuer ce type de traitement de données. Vous pouvez aussi avoir un verrouillage des données pendant 3 mois, c'est-à-dire que certaines données vont être verrouillées au sein de votre système pendant 3 mois, vous n'allez plus pouvoir les utiliser. Vous pouvez aussi avoir, alors ce sont des cas extrêmes, c'est très très rare, mais la CNIL peut agir en fait auprès des juridictions compétentes en référé pour que les mesures nécessaires à la fin justement des malfonctionnements puissent être prises, c'est-à-dire que là c'est le juge qui va intervenir pour ordonner à une entreprise de faire le nécessaire afin que la loi soit respectée. Et enfin, en dernier recours, la CNIL peut aussi saisir le procureur de la République pour dénoncer des infractions. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez certes des sanctions administratives qui peuvent être prises par la CNIL, mais vous avez aussi des sanctions pénales qui dérivent de la loi de 1978. Elles sont très nombreuses. Et si la CNIL considère que vous n'avez pas respecté, malgré l'ensemble des diligences qu'elle a effectuées, certaines dispositions de la loi 78, elle peut tout à fait dénoncer l'infraction auprès du procureur de la République. C'est extrêmement rare et en pratique, il convient quand même de noter que très peu de juridictions et très peu de parquets suivent en fait ce type de dénonciation parce que c'est une loi qui n'est pas très bien appréhendée au niveau pénal. On considère qu'il y a tellement d'infractions vis-à-vis des personnes que les données personnelles, ça reste encore un petit peu quelque chose de très virtuel et donc on a peu de poursuites sur ce chef-là. Mais c'est toujours une possibilité et c'est vrai que le parquet est encore très sensible au fait que ça soit la CNIL qui dénonce. Lorsque c'est l'institution qui le fait, généralement, il y a une suite qui va être donnée par le parquet. Si c'est une plainte directe portée par un citoyen, on a moins de chances de voir aboutir effectivement la plainte en direct auprès du parquet. Elle est généralement classée sans suite. Lorsqu'une sanction est prise par la CNIL, l'institution a 2 mois en fait, pour en fait, essayer justement d'obtenir une décision contraire de la part du Conseil d'État. Généralement, étant donné que maintenant la procédure de sanction est assez clairement établie par la CNIL et très bien respectée, il y a peu de chances que le Conseil d'État revienne sur une décision de sanction infligée par la CNIL. Mais tout dépend effectivement du respect du principe du contradictoire. Donc, autre volant de cette loi, qui n'est pas négligeable, c'est l'aspect pénal de la loi de 1978. L'ensemble des infractions sont mentionnées à l'article 226-16 jusqu'à l'article 226-24 du Code pénal. Quelles sont en fait les sanctions qui sont visées? Elles sont assez lourdes. C'est 5 ans d'emprisonnement, 300 000 € d'amende. Alors, moi je n'ai jamais vu ce montant d'amende prononcé en pénal, encore moins en termes d'emprisonnement, mais c'est très dissuasif, ça c'est évident. Et surtout, il y a une volonté en fait de clairement afficher que chaque principe que je vous ai en fait relié, chaque principe fondamental, chaque obligation que les responsables de traitement ont vis-à-vis des données personnelles font l'objet justement d'une sanction pénale qui leur est propre. Ainsi, par exemple, le fait de collecter des données sans en avoir informé les personnes, c'est une sanction pénale. Le fait de collecter des données sans les déclarer à la CNIL, même par négligence, c'est une sanction pénale. Le fait de collecter des données dites sensibles, par exemple sur les opinions politiques, religieuses, syndicales, sur les origines ethniques, sur les données de santé des personnes, qui ne seraient pas faites en respectant la loi informatique et liberté, ça peut donner lieu à cette sanction pénale. Le fait de transférer des données en dehors de l'Union européenne sans respecter les garde-fous effectivement imposés par la CNIL et l'Union européenne peuvent donner lieu aussi à des sanctions pénales. Donc on voit que l'ensemble des informations qui sont collectées et dont on ne respecterait pas la finalité ou dont on ne respecterait pas non plus la durée de conservation, conserver des données de manière trop longue va donner lieu aussi à cette même sanction pénale. C'est toujours 5 ans d'emprisonnement, 300 000 € d'amende. Alors, sans en arriver à ces extrêmes-là, c'est vrai que d'avoir une sanction administrative de la CNIL, généralement ça dissuade, et lorsque en fait, il y a une dénonciation au parquet qui est effectuée, là, généralement, les institutions s'arrangent justement pour peut-être parfois en urgence
effacer certaines données et en tout cas s'assurer que leurs bases de données vont permettre à un certain moment de s'assurer que l'information va être automatiquement effacée, justement pour respecter l'ensemble de ces prescriptions qui sont affichées par la CNIL. Je rappelle que les personnes morales aussi peuvent être en fait visées par ce type d'infraction, et donc par conséquent, on va multiplier par 5 le montant de l'amende. Donc là, c'est encore plus dissuasif. Vous avez aussi certaines sanctions qui sont accompagnées de ce qu'on appelle en fait l'interdiction de recourir au marché public, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'en fait, les instituts vont se retrouver beaucoup plus pénalisés, je dirais, que par la peine de prison qui est très hypothétique, ou même le montant de l'amende qui est très hypothétique, si on leur met en fait des condamnations annexes, qui seraient par exemple de ne pas participer à un appel d'offres. Donc c'est l'ensemble de ces points-là qui doit être pris en considération. Alors, nous avons aussi un socle plus général qui est en fait le socle qui est défini au niveau européen, puisque vous le savez, l'ensemble de notre législation, 80% en tout cas de notre législation dérive de l'Union européenne, et l'Union européenne est très active en matière de protection des données personnelles. L'Union européenne en fait a défini un cadre qui a amené justement à une modification de la loi de 78. Le cadre de l'Union européenne à l'heure actuelle, c'est la directive du 24 octobre 1984 sur la protection des données personnelles. C'est une directive, c'est-à-dire qu'en fait, elle définit un socle minimum de protection des données personnelles et que en fait, chaque État membre va pouvoir, en fait, en fonction de sa législation propre, mettre en œuvre ce socle minimum et prévoir une réglementation qui sera peut-être un peu plus contraignante que celle mise en place au niveau européen. En tout état de cause, c'est ce principe même qui permet de considérer que l'Union européenne constitue une seule et même place où justement la protection des données personnelles bénéficie de la même protection que ce soit dans n'importe quel pays de l'Union européenne et donc par conséquent où l'échange des données entre les pays européens ne pose pas de difficulté. C'est la raison pour laquelle vous pouvez tout à fait exporter vos données au sein de l'Union européenne sans avoir à demander d'autorisation particulière à la CNIL. Ce qui permet du coup pour les établissements financiers qui sont situés en Europe de pouvoir échanger des informations de manière assez simple. C'est uniquement lorsque vous allez sortir des frontières européennes que vous allez devoir effectivement mettre en œuvre des outils bien particuliers de transfert. Et j'attire votre attention sur le fait notamment, et c'est une activité très récente puisqu'elle date du 6 octobre dernier, que les transferts vers les États-Unis maintenant sont beaucoup plus compliqués puisqu'effectivement la Cour de justice des communautés européennes a invalidé ce que l'on appelait le safe harbor. Alors qu'est-ce que c'était que le safe harbor? Le safe harbor, c'est en fait un système, un mécanisme de transfert qui existait entre l'Union européenne et les États-Unis, qui avait été créé en l'an 2000 et justement qui permettait, en fait, au travers d'un accord politique entre les deux institutions, de prévoir un transfert des données européennes vers les États-Unis. Comment ça fonctionnait? Tout simplement, les sociétés américaines adhéraient au Safe Harbor. C'était en fait un organisme, si vous voulez, qui était un peu le miroir des principes que l'on retrouve dans la directive européenne, c'est-à-dire que les entreprises américaines qui adhéraient à ce programme s'engageaient justement à informer les personnes qu'elles collectaient les données, à ne pas les conserver ad vitam aeternam, à informer les personnes de la finalité de la collecte, de prévoir la sécurité des données, etc. Il s'est avéré malheureusement que ce programme de Safe Harbor n'était pas tellement accompagné d'un contrôle justement du respect du Safe Harbor sur le sol américain. C'est-à-dire que les entreprises qui y avaient adhéré avaient pris une charte d'engagement, mais il n'y avait pas véritablement de contrôle de la part des autorités américaines sur justement ce qu'il advenait, la manière dont le Safe Harbor est appliqué par les entreprises. Pourquoi? Notamment parce qu'il n'y a pas de CNIL aux États-Unis. En fait, c'est un système qui est complètement différent par rapport au nôtre. En Europe, nous avons en fait un seul droit des données personnelles, peu importe le secteur d'activité, que ce soit le secteur financier, le secteur du droit du travail, le secteur de la prospection commerciale, etc. Ce sont les mêmes dispositions qui s'appliquent. Aux États-Unis, vous avez une approche sectorielle, c'est-à-dire que vous allez avoir en fait une protection des données personnelles pour les mineurs, vous allez avoir une protection des données personnelles pour la santé, vous allez avoir une protection des données personnelles pour certains biens, certains secteurs d'activité, mais certains champs sont complètement hors de portée de la protection des données personnelles. Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'y avait pas véritablement de contrôle, parce qu'il n'y avait pas véritablement d'organisme dédié à la protection des données personnelles aux États-Unis.
Et puis, autre point qui a fait aussi basculer en fait ce système de safe harbor, c'est notamment les révélations qui ont été faites par M. Snowden sur la surveillance massive par les agences de renseignement américaines, et ce qui a fait considérer à la Cour de justice européenne que manifestement les données européennes qui étaient transportées sur le sol américain n'avaient pas justement, ne conservaient pas leur sécurité, leur confidentialité, etc., puisqu'en fait les agences de renseignement américaines pouvaient y avoir accès de manière très facile. Et donc c'est l'ensemble de ces points qui est actuellement discuté au niveau de la Commission européenne, puisque ce système est donc devenu totalement invalide le 6 octobre 2015, ce qui signifie qu'en fait, vous ne pouvez plus transférer sur la base du safe harbor des données européennes jusqu'aux États-Unis. Il ne vous reste plus que certains outils qui sont toujours en vigueur, mais ils sont en vigueur jusqu'au mois de janvier, j'insiste sur ce point. Ce sont les clauses contractuelles, c'est-à-dire en fait les clauses qui ont été établies par la Commission européenne et qui prévoient qu'en fait vous signez un contrat entre l'entreprise par exemple française et l'entreprise américaine, et vous allez signer normalement autant de contrats que vous allez avoir de finalité. Fort heureusement, la CNIL est assez, je dirais, souple là-dessus, et on a tendance à faire une clause contractuelle par établissement, c'est-à-dire que vous allez envoyer en fait de France aux États-Unis un système de contrat qui va prévoir l'ensemble des finalités, et vous n'allez n'en signer qu'un seul. Autre possibilité, c'est ce qu'on appelle les Binding Corporate Rules. Ce sont en fait des accords pris au niveau d'un groupe de sociétés qui vont permettre dans le monde entier d'exporter les données, puisque le groupe a défini lui-même une politique de protection des données personnelles qui remplit toutes les obligations européennes et qui a été validée par les pays européens. Lorsque les groupes ont ce type d'instrument, elles peuvent encore échanger vis-à-vis des États-Unis ce type de données. Pour autant, j'attire votre attention sur ce point, la CNIL et l'ensemble de ses homologues européens qui sont regroupés dans ce qu'on appelle l'article 29, c'est leur nom, c'est l'ensemble des CNIL européennes, est en train de regarder l'ensemble des mécanismes qui existent pour transférer les données en dehors de l'Union européenne et notamment vis-à-vis des États-Unis. Et les derniers échos que l'on a, c'est qu'effectivement le système que je vous ai décrit de surveillance massive par les agences de renseignement américaines, qui a certes fait tomber le safe harbor, on retrouve effectivement le même inconvénient vis-à-vis des clauses contractuelles ou vis-à-vis des Binding Corporate Rules vis-à-vis des États-Unis, bien entendu, puisqu'en fait l'agence de renseignement, que ce soit par le safe harbor, par la clause contractuelle ou par les Binding Corporate Rules, elle a accès aux données puisqu'elles sont sur le sol américain. Et donc par conséquent, l'ensemble des CNIL européennes est en train de travailler avec justement les autorités américaines pour essayer de trouver une parade pour éviter justement que quelqu'un d'autre ne remette en cause l'ensemble de ces mécanismes, que ça remonte à nouveau au niveau de la Cour de justice européenne et que celle-ci invalide les uns après les autres l'ensemble des mécanismes qui existent à l'heure actuelle. Parce que ça pourrait à terme paralyser en fait les transferts de données vis-à-vis des États-Unis. Donc toutes ces négociations ont lieu en ce moment et vous avez un communiqué de la CNIL et de l'ensemble des CNIL européennes qui est paru et qui indique très clairement que pour le moment, il est recommandé d'utiliser les clauses contractuelles pour transférer des données aux États-Unis, que les sociétés qui ont des Binding Corporate Rules, bien entendu, peuvent continuer à les appliquer, mais qu'un état des lieux est fait en ce moment et que des nouvelles directives seront données au mois de janvier. Donc pour l'instant, je dirais pas de panique sur les transferts aux États-Unis, mais soyez quand même très prudents sur les choses qui vont se dessiner à partir du mois de janvier, puisqu'il y a une revue très profonde qui est faite par les institutions et la Commission européenne. Alors, le cadre européen, il est véritablement similaire à ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire qu'on va retrouver les mêmes principes fondamentaux de droit à l'information, de droit à la rectification, droit d'opposition, etc. Je ne vais pas revenir sur ces notions, c'est véritablement celles que je vous ai décrites.